Bon. Bonsoir tout le monde. Peut-être avant de vous parler de la pandémie, je voudrais dire quelques mots sur ce qui est arrivé encore une fois à 2 femmes, 2 meurtres chez nous. Ça n'a pas de bon sens. En 2021, j'ai le goût de parler aux hommes, d'homme à homme. Il n'y a rien de masculin, il n'y a rien de viril à être violent avec une femme. Au contraire, moi, je trouve ça lâche. Il est temps que les hommes, on se mette ensemble puis qu'on se dise, on va parler à nos garçons, on va parler à nos chums, mais ça n'a pas de bon sens qu'en 2021, on vive comme des barbares. On est dans une société civilisée. Toutes les femmes puis tous nos enfants ont le droit à un milieu sécure. Donc, passons le mot et espérons que les mesures aussi qu'on met en place pour les centres d'hébergement pour les femmes, que la situation enfin s'améliore. Revenons maintenant à la pandémie. De manière générale, ce qu'on a vu au cours des dernières semaines, c'est qu'il y a eu une baisse, vous l'avez vu à chaque jour, une baisse importante du nombre de cas d'hospitalisation. Par contre, depuis une dizaine de jours, ça s'est stabilisé. Donc, au total, puis on le voit en particulier dans certaines régions, ça s'est stabilisé. Donc, il n'y a plus de baisse de cas et d'hospitalisation. Je pense que Christian et le docteur Arruda vous ont bien expliqué hier pourquoi, en particulier à cause de la présence de plus en plus importante du variant britannique. On peut prévoir, en tout cas, c'est ce que les experts prévoient, c'est qu'on pourrait, surtout dans la grande région de Montréal, voir une augmentation des cas des hospitalisations dans les prochaines semaines. Bon, s'ajoute à ça la relâche scolaire. On ne sait pas encore jusqu'à quel point les consignes vont être respectées. Le bon côté, évidemment, c'est la vaccination qui approche, mais quand les experts de la santé publique mettent ça tout ensemble, ils voient que dans les prochaines semaines, bon, d'abord, quand on regarde les régions, il y a des régions, quand on regarde les hôpitaux, où on peut voir une certaine stabilité, puis il y a une petite marge de manœuvre. Mais il y a d'autres régions où il n'y a aucune marge de manœuvre. Puis donc, si, puis il semble que ce n'est même pas un si, mais c'est plus quand il va y avoir une augmentation des hospitalisations dans ces régions-là, bien, on va se retrouver dans une situation qui est difficile. Donc, c'est en tenant compte de ce contexte qu'on a eu à prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que je vous annonce que lundi prochain, le 8 mars, les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, Centre du Québec vont passer au palier orange. Donc, ces régions-là, ça veut dire que les gyms, les sports à 2, les salles de spectacle, les restaurants vont pouvoir rouvrir. Donc, dès lundi prochain jusqu'à 9 h le soir. Puis le couvre-feu va passer à 9h30 le soir dans ces régions-là. Je rappelle que dans les zones oranges, les enfants qui sont avant la 5e année n'ont pas à porter de masque. Puis, on a fait aussi un accommodement dans toutes les zones oranges. Le nombre de personnes maximum dans les lieux de culte va passer de 25 à 100. Donc, ça, c'est pour Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie et Centre du Québec. Maintenant, pour ce qui est de Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, la santé publique prévoit que dans les prochaines semaines, il va y avoir une augmentation des cas et des hospitalisations. Donc,
on ne peut pas, dans cette situation-là, changer la couleur de ces zones. Donc, ces zones vont rester rouges par prudence. Par contre, on est en train d'examiner 3 sujets qui reviennent beaucoup. Entre autres, j'en parle avec beaucoup de nos députés. D'abord, le sport. Bon, vous dire, les gens qui me connaissent savent, je fais beaucoup de sport, j'aime le sport. Le sport, c'est important. Il n'y a rien de mieux pour faire baisser le stress. Le sport, c'est important pour la santé mentale. Mais on va tous convenir qu'il y a au moins certains sports où les rapprochements peuvent apporter une contagion. Donc, on a eu beaucoup de discussions avec la santé publique. La santé publique est d'accord qu'à partir du 15 mars, partout au Québec, on va pouvoir commencer le parascolaire. Parascolaire, c'est plus que les sports. Ça inclut même les sorties publiques. Et je pense que ça va faire du bien aux jeunes. C'est plus facile un peu dans les écoles d'avoir un cadre qui est bien contrôlé, donc les consignes bien respectées dans les écoles. Et on va aller plus loin que ça. On va poursuivre dans les prochains jours les discussions, entre autres avec les fédérations sportives, avec la ministre du Sport, Isabelle Charret. Puis on vous promet la semaine prochaine d'arriver avec un plan complet de déconfinement progressif dans le secteur du sport qui est tellement important pour la santé mentale de tous les Québécois, mais en particulier chez les jeunes. On va aussi continuer de travailler sur les salles de spectacle, les lieux de culte pour voir dans les zones rouges ce qu'on est capable de faire, mais on veut voir les impacts de la semaine de relâche. Cette semaine, là, il y a une grosse inconnue. Est-ce que les consignes vont être respectées ou ça va être comme dans le temps des fêtes? On va être capable de voir ça la semaine prochaine, puis donc être capable, avec ces données-là, de vous revenir là aussi, puis on espère être capable, dans les prochaines semaines, d'ouvrir les salles de spectacle. Donc, préparez-vous, les théâtres et autres, et aussi permettre d'avoir plus de personnes dans les lieux de culte. Là, je sais que c'est important pour beaucoup de personnes. Il y a quelques autres sujets dont je veux parler, dont j'ai beaucoup entendu parler dans les derniers jours, entre autres les masques pour les enfants première à 4e année. D'abord, vous dire, dans les zones oranges, ça commence en 5e année, les masques, mais dans les zones rouges, ça reste les masques pour tous les enfants du primaire. Bon, j'ai entendu toutes sortes de choses. D'abord, le Québec n'est pas le seul endroit à exiger des masques pour les enfants plus jeunes. C'est le cas en Ontario, c'est le cas en France, c'est le cas à beaucoup d'endroits dans le monde. Il y a des gens qui n'aiment pas que ça soit un masque d'intervention, un masque de procédure, plutôt qu'un couvre-visage. Pourtant, ce qui est important de dire, d'abord, le masque de procédure est plus efficace. Deuxièmement, pour les enfants, il est plus confortable. On a fait faire des masques qui sont à la taille des visages des enfants plus jeunes. Dans un masque de procédure, on respire mieux que dans un couvre-visage. Puis, moi, je crois, ce que la santé publique dit, là, ça aide à éviter la transmission. Et évidemment, je pense qu'on souhaite tous qu'il y a de mieux, puis que la sécurité soit la priorité pour nos enfants. Donc, dans les prochaines semaines, on se retrouve un peu comme dans une course contre la montre où s'opposent d'un côté les effets de la relâche, les effets du nouveau variant britannique, puis de l'autre côté, bonne nouvelle, la vaccination. Donc, c'est tout ça qu'on essaie de voir. On va avoir 800 000 doses, en tout cas, c'est confirmé par le fédéral durant le mois de mars. On continue à accélérer. D'ailleurs, je vais en profiter, Christian le disait hier, pour remercier les pharmaciens qui vont nous donner un coup de main à partir du 15 mars. Bonne nouvelle aussi, puis je veux féliciter la santé publique, la fameuse deuxième dose. Hein. Vous vous rappelez qu'il y a eu beaucoup de critiques parce qu'on a choisi de reporter la deuxième dose pour qu'il y ait plus de gens qui aient une première dose. On était un peu seuls dans cette école de pensée, mais là, la Colombie-Britannique puis le Canada disent maintenant, non seulement à
attendre 3 mois, mais même 4 mois. Donc, on achète ça, nous autres aussi. Mais ce que ça veut dire, là, c'est bravo à Santé publique. La décision, c'était la bonne. Puis là, bien, les autres prennent exemple sur le Québec. On n'aille pas ça. Les régions. J'ai entendu des personnes dire, parce que dans la première semaine, on a donné 100 000 doses à Montréal parce qu'il y a une situation qui est particulièrement difficile. D'abord, c'était juste pour la première semaine. Puis on s'assure là, qu'il y a une répartition équitable. Puis pour moi, là, c'est non négociable. Là. On va traiter de la même façon les gens des 17 régions du Québec. C'est sûr que quand il y a une éclosion, puis on pense à un endroit qu'il y a plus de besoins, on va aller selon les besoins. Mais l'équité entre les générations, pas entre les générations, entre les régions, c'est non négociable. Donc, c'est bien clair de ce côté-là. Bon, une autre chose, j'ai entendu, avec raison, il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas sortir de chez elles. C'est sûr que là, ce qu'on essaye de faire, c'est de vacciner le maximum de personnes. Donc, faire de la vaccination de masse, c'est plus facile de faire venir les gens au stade olympique ou dans des salles, puis d'en vacciner le plus possible à l'heure. Mais on est déjà en train de préparer pour, dans une deuxième étape, aller à la maison pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Un mot aussi sur le travail des députés. J'ai beaucoup parlé avec les députés au cours des derniers jours. Les 125 députés à l'Assemblée nationale, là, tout parti confondu, n'ont pas un travail facile à faire. Il y a beaucoup de critiques. Hein, je ne vous apprendrai rien en vous disant qu'il y a des gens qui sont vraiment tannés, écœurés des mesures, puis qui se défoulent au bureau des députés. Donc, je veux remercier les députés, puis tout le personnel des bureaux des 125 députés à l'Assemblée nationale. Merci pour le travail que vous faites patiemment, d'expliquer le pourquoi des consignes à tous vos citoyens. Une dernière chose que je voulais vous dire, c'est, bon, il y a des gens qui vont dire, bon, vous nous dites, il y a encore quelques semaines difficiles devant nous, soyez patients. Il me semble qu'on a entendu ce disque-là souvent depuis 1 an. Il y a quelque chose qui est différent, c'est la vaccination. C'est que dans le passé, ce qu'on disait, c'est les mesures vont permettre de réduire le nombre de cas, puis on va pouvoir déconfiner tranquillement. Donc, il fallait compter sur la collaboration de tous les Québécois. Là, la vaccination, mais c'est du concret. C'est comme une arme là où c'est sûr qu'on va gagner avec la vaccination. Il semble y avoir un grand pourcentage des Québécois qui acceptent de se faire vacciner. Puis une fois qu'ils sont vaccinés, après 3 semaines, bien, il n'y en a pas beaucoup de risques d'attraper le virus. Donc, on est vraiment au bout, on voit la lumière au bout du tunnel, mais il reste encore un petit bout à faire, mais la lumière est vraiment là. Et ça serait plate qu'on perde après 1 an d'efforts parce qu'on refuse de faire des efforts dans les dernières semaines. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est d'abord, merci pour votre patience, votre résilience. Puis moi, je suis convaincu qu'on est capable, dans les prochaines semaines, de gagner, mais pour ça, il faut gagner ensemble. Donc, merci tout le monde. Good evening, everyone. We've seen a decrease in new cases and hospitalization for a few weeks, but over the past 10 days, it seems to have stabilized. And we fear that it could start to increase again, especially with March break and with the new British variant. The vaccination is going well, but we still have a few critical weeks ahead of us. We have to stay very careful, especially in the Great Montreal. I'm announcing that starting next Monday, Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, Centre du Québec et Laurentides will turn orange and will now allow up to 100 people in places of worship in orange zones. But I want to be very clear, gatherings are still forbidden everywhere.
As for Montreal, Laval, Lanaudière, Laurentian, and Montérégie, I'm sorry, in the first group, Laurentian is not there. It's in the second group. So Montreal, Laval, Lanaudière, Laurentian, and Montérégie. Public health authorities tell us that there will be an increase in new cases and hospitalization in the coming weeks. So we must keep these regions in red zone. I also want to talk about sports. I know how important it can be, especially for young people, but we have to understand that some sports can bring contagion. We have to stay very careful and move very gradually, but we should be able to lift some restrictions in the next coming weeks. I'll start, it will start with sports at schools, which will be allowed from March 15. And we'll announce a reopening plan for sports next week. So we're still in a race against the clock. On one side, there are the variants and the effects of March break. And on the other side, there's the vaccination. We definitely see the light at the end of the tunnel. And if we stick together, we can win. I thank you all for your patience, your resilience over the past year. We'll soon get out of this together. Thank you. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période de questions. Il y a des journalistes en présence ici et à distance. Pour celles et ceux qui sont présents virtuellement, veuillez s'il vous plaît lever la main sur l'application. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. On va débuter en ligne avec Claudie Côté de TVA Nouvelles. Bonsoir à vous trois. Alors, ma question est pour vous, M. Legault. Quels sont les risques qu'on retourne en arrière dans les prochaines semaines pour ceux qui passent à l'orange? Bon, il faut comprendre là, qu'on a une période d'à peu près un mois devant nous autres qui est risquée parce que les personnes vulnérables, là, ça va être à peu près la période dans laquelle elles vont être vaccinées. Donc, si jamais il y avait une détérioration, bien, on a un peu de marge de manœuvre dans les nouvelles zones qu'on met orange. Par contre, pourquoi on laisse les autres zones rouges? Parce qu'il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc, on est confortable avec l'annonce d'aujourd'hui. Évidemment, ceux qui passent à l'orange vont être contents, mais il y en a malheureusement qu'on doit garder dans le rouge. On pense que c'est un risque qui est bien calculé. Justement, vous avez dit que vous prévoyez dans certaines régions, là, Laurentides, Lanaudière, notamment, une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisation. J'aimerais vous entendre là-dessus. Pour l'instant, ils ont un bilan qui est plutôt favorable. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Combien de cas? Est-ce qu'il y a des variants dans ces endroits-là? Puis, est-ce qu'il y a des éclosions qu'on ne connaît pas encore? Si je peux me permettre de répondre, M. le Premier ministre, il faut voir que les projections qu'on a eues ont des énormes intervalles de confiance. Mais ce que je voudrais vous dire, ce qui va nous aider, c'est clair que dans le rouge, compte tenu de la concentration de variants, puis il y a des éclosions dans ces territoires-là, on sait qu'il y a eu des variants dans des éclosions de niveaux scolaires, etc. Ce qui va nous aider, c'est qu'il y a toute une série de mesures. Hein, je veux juste que vous compreniez que quelque part, même, il y a toute une série de mesures qui sont encore en maintien. Et je pense qu'avec une capacité de traçage, de dépistage des équipes de santé publique, en contrôlant les éclosions, en respectant les consignes qu'on vous dit, on a le couvre-feu qui est maintenu, c'est pas pour rien, c'est pour éviter les rassemblements, la transmission communautaire. On a l'interdiction des contacts privés à la maison, on a encore le télétravail obligatoire. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous aider à justement contrôler cette transmission-là comme telle. On pense que, parce que quand les variants s'installent, il y a une augmentation, mais comme dit le premier ministre, c'est de retarder tout ça avec une quantité importante de vaccination. C'est là qu'est l'enjeu. Notre période, elle est, je vous dirais, critique parce que si on relâche trop, là, ça va se mettre à monter de façon significative avant que les gens soient vaccinés. Mais si on est encore rigoureux et qu'on applique toutes ces mesures-là comme telles, même l'impact de la semaine de relâche que les gens pour lesquels on a des préoccupations et que nous aussi, ça nous préoccupe, si on maintient les autres situations en place, on va être en mesure, à mon avis, d'être en contrôle. Mais on va voir des nombres de cas
Ce qui est important, c'est de respecter toutes les consignes pour que, au lieu de monter comme ça monte progressivement. Valérie Gamache, Radio-Canada. Bonsoir à vous trois. Des régions comme, par exemple, la Naudière ou la Montérégie, ce sont de grandes régions. Elles sont toutes dans le rouge. Évidemment que la situation, par exemple, je pense à Montérégie, à Longueuil, est peut-être plus inquiétante qu'à Saint-Cyprien-Napierville. Pourquoi ne pas avoir créé des sous-régions, comme ça s'est vu, par exemple, au printemps, par exemple, dans la capitale nationale? La capitale nationale avait une couleur, Charlevoix en avait une autre. Pourquoi, là, vraiment, on y va à la grandeur des régions, à la place d'y aller vraiment là où il y a des problèmes? Bien, je peux peut-être commencer en disant, quand on regarde d'abord de façon détaillée les sous-régions, on voit, exemple, dans les Laurentides, la sous-région qui est la plus affectée, c'est Antoine-Labelle, là, dans le coin de Mont-Laurier, dans le nord. Quand on compare la Naudière-Nord de la Naudière-Sud, il n'y a pas une grosse différence. Quand on va dans Montérégie, on voit que ce n'est pas nécessairement à Longueuil que c'est le pire, mais c'est plus dans le coin de Richelieu. Donc, c'est pour ça là, que... Puis en plus, bien, il y a une autre raison, c'est que les hôpitaux de ces régions-là desservent l'ensemble des régions. Donc, si ça va mal, puis déjà, c'est serré, mettons, dans la Naudière, à Joliette, à Terrebonne, bien, c'est les deux hôpitaux qui desservent toute la région. Même chose avec Saint-Jérôme, Deux-Montagnes, dans les Laurentides. Si on prend les hôpitaux dans Montérégie, c'est la même chose, ils desservent une immense région. Donc, c'est difficile de découper les régions sans tenir compte des grands hôpitaux de ces régions-là. Et puis, on comprend que la semaine de relâche, on pourra évaluer les impacts, vous dites, la semaine prochaine, et qu'à Montréal, c'est les variants qui font en sorte que la situation est critique. Qu'est-ce qui vous démontre que la situation des variants ne va pas dégénérer ailleurs au Québec dans les prochaines semaines, sachant que les déplacements, même pas recommandés, des déplacements, il y en a eu là, des gens de Montréal qui sont allés dans d'autres régions du Québec pendant la semaine de relâche. Alors, est-ce que c'est... Là, je reviens un peu sur la question de ma collègue, mais est-ce que c'est pas un peu prématuré d'arriver avec ces annonces-là aujourd'hui? Bien, je vais peut-être commencer puis laisser Christian poursuivre. Moi, on m'a fait une présentation des différentes régions samedi dernier. Et comme je disais tantôt, il y a des médecins, là, je ne me rappelle pas de tous les médecins, mais il y en avait plusieurs qui sont impliqués dans les projections. On tient compte d'une évaluation des effets de la relâche, une évaluation des effets de l'augmentation des variants, mais dans l'autre sens, l'effet des vaccinations. Puis tout ça mélangé ensemble dans leurs projections pour les prochaines semaines, bien, ça montre qu'il y a une stabilisation puis une certaine marge de manœuvre dans les premières régions comme Québec, Chaudière-Appalaches, mais qu'il y a une augmentation de prévu, par exemple, à Montréal dans les prochaines semaines. Donc, eux, ils ont fait ça de façon détaillée. Peut-être que Christian pourrait en ajouter sur comment c'était fait. Bien, peut-être le seul point que je voulais faire, c'est que comme on le fait à chaque semaine, ces documents-là vont être disponibles le jeudi matin. Alors, autant les simulations, le docteur, entre autres, dont vous parliez, le docteur Brisson, dont plusieurs ont vu les analyses qu'il a faites au cours des derniers mois. Alors, demain matin, en même temps que les résultats de l'INES là, qui fait la mise à jour sur les hospitalisations, bien, ces documents-là vous seront disponibles demain matin. Et c'est là qu'on voit très bien le peu de marge de manœuvre qu'on a dans le Grand Montréal, alors qu'on avait cette marge de manœuvre-là dans le reste du Québec. Puis je pense que tous ces simulations-là qui ont été faites et refaites au cours des dernières semaines tiennent compte de plusieurs facteurs. Alors, je pense que ça va être rendu disponible demain matin. J'aimerais quand même ajouter là, qu'on assouplit, mais on ne relâche pas. Là. Je voudrais quand même que vous compreniez qu'au Québec, on maintient des mesures relativement sévères par rapport à d'autres milieux ailleurs. Les rassemblements ne sont vraiment pas permis. On veut pas que les gens, on veut que les gens maintiennent le télétravail actuellement. On veut que les gens aient de la distanciation, portent le masque. On ajoute le masque pédiatrique dans les écoles parce qu'il y a du variant qui circule actuellement pour protéger les enfants et les familles. Donc, ce n'est pas un relâchement, c'est toute une série de mesures qu'on va faire. Et c'est avec, le variant, il est là. Ce qu'on peut faire, nous, du côté de la santé publique, c'est 1, agir rapidement. 2, si vous avez des symptômes, allez vous faire dépister rapidement
puis isolez-vous pour ne pas contaminer d'autres personnes. Et puis 3, bien, il faut respecter toutes les autres consignes. Et avec ça, on est capable d'assouplir, on est capable aussi de répondre à la détresse de santé mentale des jeunes, etc., en ajoutant des activités qui vont être à moindre risque pour la transmission de la maladie. Demain matin, il n'y aura pas des parties de hockey, là, malgré que tout le monde aurait bien envie d'en voir. Là. Désolé, M. le Premier ministre, mais ce n'est pas demain matin que ça va arriver. Il faut y aller progressivement par rapport à ça. Et l'épidémiologie à l'extérieur de la région métropolitaine, elle est différente. Elle nous donne encore plus de marge de manœuvre et il n'y a personne qui peut garantir qu'on ne reviendra pas au rouge dans ces régions-là. Ça, c'est très important, mais c'est pour ça qu'il faut quand même donner un peu d'oxygène, si vous me permettez, mais ce n'est pas le relâchement. Je veux insister là-dessus. Chacun des citoyens a un rôle à jouer. Vous avez des symptômes, vous pensez avoir été en contact avec un cas, allez vous faire dépister. On a de la capacité, là, on a de la place. Et c'est majeur que vous respectiez les consignes qui sont données. Puis l'autre élément que je veux vous dire, on va vacciner beaucoup au mois de mars. Tant mieux. Mais quand vous êtes vacciné, vous n'êtes pas protégé immédiatement. C'est un excellent vaccin. Vous allez être protégé plus tard. Mais vous pourriez encore transmettre la maladie à d'autres. C'est pour ça qu'il faut garder le masque, la distanciation et les consignes. Je veux le dire là, parce que je ne voudrais pas que vous interprétiez aujourd'hui qu'on relâche. On assouplit avec un risque calculé. On ne peut pas se permettre la même chose dans la région de Montréal qu'au reste du Québec. Je sais que je suis long, mais c'est très important que les gens comprennent que cet équilibre-là, là, ce pont-là, là, ce dernier marathon, fin du marathon, là, c'est ça qui va nous empêcher de revenir en arrière et de perdre tous les efforts qu'on a faits depuis un an. Philippe Bonneville, Cogeco Nouvelles. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Laval, Laurentides, Lanaudière, Montréal, Montérégie, ça représente quand même presque, c'est plus que 4 millions de personnes. C'est presque, un peu plus que la moitié de la population du Québec. Des gens, M. Legault, à qui vous avez demandé au fil des mois là, de faire des efforts après la période des fêtes. Après ça, ça a été de poursuivre un autre mois en février. Après ça, c'était la relâche scolaire que vous craigniez. Et à chaque fois, vous faisiez miroiter des assouplissements, notamment après la relâche scolaire. Mais là, finalement, pour ces 4 millions de personnes-là, il n'y en a pas d'assouplissement ou presque rien. Est-ce que vous sentez une sorte, en bon québécois, d'écœurantite aiguë, là? Est-ce que vous craignez que ces citoyens-là se mettent à moins vous faire confiance quand vous leur faites miroiter certains assouplissements à venir? Bon, d'abord, si on parle des régions rouges, on va recommencer le parascolaire, les sports à l'école à partir du 15 mars. Deuxièmement, la semaine prochaine, on va annoncer des assouplissements dans le sport. Maintenant, le variant britannique là, est malheureusement présent dans certaines régions, puis il y a un risque réel de troisième vague. Donc, on n'a pas le choix actuellement. Puis je comprends que les gens sont tannés. On est tous tannés. Mais en même temps, il faut être capable de rester prudent. On ne veut pas se retrouver dans la situation qu'on avait en janvier dans nos hôpitaux et on ne veut pas continuer à délester des chirurgies puis des traitements dans nos hôpitaux de la grande région de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent. C'est pas pour le plaisir. Puis, écoutez, le variant, il y a quelques mois, il n'y a personne qui parlait de ça. On a quand même ouvert certaines activités pour la relâche scolaire, puis on laisse ça ouvert. Donc, on pense aux patinoires, aux piscines municipales, au cinéma. Donc, il y a eu des efforts de fait, mais à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Et je veux maintenant vous parler peut-être du... Peut-être juste rajouter, excusez-moi. Pour le pourcentage que vous dites, là, les régions qui passent à l'orange aujourd'hui représentent quand même une augmentation de 30 %. Rappelez-vous, lorsqu'on a fait les dernières annonces, on a dit qu'on avait 10 % de la population du Québec qui est en zone orange. On passe de 38 à 40 %. C'est quand même une très bonne... Donc, les gens qui ont respecté et qui ont fait les efforts qu'on peut rétribuer aujourd'hui, il y en a quand même 30 % de la population additionnelle. C'est une précision que je voulais faire.
pour ce qui est du couvre-feu, parce que vous allez convenir avec moi que c'est un des aspects les plus contraignants des mesures que vous avez mis en place. Il y a des gens qui commencent à trouver que c'est tôt, là, 20 heures, le soleil commence à se coucher un peu plus tard, le printemps s'en vient, on va changer d'heure bientôt d'ailleurs. Le variant, il est présent partout en Amérique du Nord, mais à peu près seulement au Québec où il y a un couvre-feu. Est-ce que pour les zones rouges là, qui vont demeurer en rouge pour les prochaines semaines, est-ce que les gens doivent comprendre que tant et aussi longtemps que ce sera zone rouge, ce sera 20 heures le couvre-feu, ou si vous pourriez y aller de manière plus graduelle au fil des semaines et, disons, reculer le couvre-feu tranquillement mais sûrement, même si on est encore en zone rouge? Bien, écoutez, ça va dépendre de l'évolution du variant puis des effets de la relâche scolaire dans les prochains jours, là. C'est difficile de prévoir exactement où on va être. On sait qu'on a quelques semaines difficiles devant nous. Après ça, les personnes vulnérables vont être vaccinées, puis là, on va pouvoir enlever le couvre-feu. Mais pour l'instant, en tout cas, moi, ma priorité, ce que j'ai bien entendu, c'est qu'il faut ouvrir le sport. Là, on l'ouvre un peu avec le parascolaire. La semaine prochaine, j'espère qu'on va pouvoir l'ouvrir beaucoup plus, mais on parle beaucoup du sport. Puis là, bien, comme le disait Christian, on a 40 des Québécois qui vont avoir un couvre-feu à 9h30, à 21h30 au lieu de 20 heures. Donc, on évolue. Mais il y a encore quelques semaines, là, je dirais, il y a un bloc là, de 2 à 4 semaines qui est difficile devant nous. On va passer à François Gariepi de Radio X. Bonjour à vous trois. En fait, j'aimerais poser une question que tous les Québécois rêvent de poser. En fait, une question qui brûle les lèvres de tous les Québécois. Monsieur Arruda, est-ce que les nouvelles mesures annoncées aujourd'hui par M. Legault correspondent à vos recommandations? Tout à fait. Parce que ça correspond à nos recommandations. Je tiens à vous dire juste, par exemple, les directeurs de santé publique n'étaient absolument pas pour la segmentation des territoires parce que ça a créé des problèmes importants. La prudence dans la zone rouge a été revendiquée de façon très intensive par le directeur de santé publique des Laurentides, Lanaudière, Montréal, Laval, Montérégie. Et je pense que, quelque part aussi, on avait convenu, là, tout en sachant qu'il y avait un risque potentiel, mais beaucoup moins dans les zones oranges, là, c'est attaché, je vous dirais, avec toutes les régions comme telles. Fait que on est vraiment là, dans la même longueur d'onde de prudence. Puis on a tous, nous aussi, puis c'est pas pour pénaliser la région métropolitaine qu'on fait ça, là. On a tous, nous aussi, beaucoup de préoccupations par rapport à la question de la santé mentale, la question des personnes âgées qui ont été isolés plus longtemps, etc. Mais moi, je pense que, comme le dit le premier ministre et mon ministre, c'est se rendre au vaccin qui va être notre porte de sortie. Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre peut-être sur les critiques qui ont suivi votre bilan jovialiste de la fin de semaine qu'on pouvait lire dans les journaux. Vous avez parlé de l'échec de Noël, entre guillemets, les 10 000 préposés que vous avez formés qui étaient une fierté, on comprend tous. Vous avez omis de parler du tsunami dans les CHSLD, l'armée en renfort, de même que la saga des masques. Je ne veux pas vous dire je ne veux pas vous accuser de réécrire l'histoire, mais est-ce que ce n'était pas un peu tôt pour faire un bilan, M. Legault? Et là, vous avez posé beaucoup de questions. Là. L'armée, on a eu 1 000 soldats sur 21 000 personnes qui sont venues avec Je contribue. Les masques, on a suivi les recommandations de la santé publique. Les 10 000 préposés, on a 7 600 qui travaillent actuellement, puis on a 800 qui sont en formation actuellement. Donc, ça a changé le portrait. Il n'y avait pas de patron dans plusieurs CHSLD. Il y a maintenant un patron ou une patronne dans chaque CHSLD. Donc, puis quand on compare les résultats de la deuxième vague avec la première vague, bien, c'est le jour et la nuit. Maintenant, ce que je disais en fin de semaine, c'est que la vaccination, puis on a eu peur un certain temps, là, quand on a vu en février que les livraisons de doses étaient retardées, on a été inquiets. Mais là, on s'est fait rassurer la semaine dernière qu'on va recevoir les doses telles que prévues d'ici le 31 mars. Ça va complètement changer le portrait de la situation au Québec, ces doses-là. Donc, oui, il reste encore quelques semaines avant que les personnes vulnérables soient toutes vaccinées. Mais là, on a la confirmation qu'on va recevoir les doses. On a la confirmation que c'est une bonne idée de donner juste une dose
pour avoir plus de monde possible couvert. Donc, moi, là, je peux vous dire qu'à partir de maintenant, là, on travaille très, très fort sur la nouvelle économie parce que dans les prochains mois, là, ça va décoller très vite au Québec, là, une fois qu'on va avoir passé à travers les prochaines semaines de vaccination. Donc, je suis très optimiste, là, puis je vous prédis un boom économique d'ici la fin de 2021. Merci. On va passer à Charles Le Cavalier du Journal de Québec. Oui, bonjour, M. Legault, M. Arruda, M. Dubé. Pourquoi ne pas faire passer certaines régions là, comme la Gaspésie, la Côte-Nord en zone jaune, alors que là-bas, il y a pratiquement plus de cas? Bien, on est en train. La question est pertinente parce qu'on a eu des discussions, notamment avec les directeurs de santé publique de ces régions-là, pour peut-être revoir au cours des prochains jours là, s'il n'y aurait pas lieu d'avoir ce qu'on appelle probablement un jaune qui soit différent du jaune antérieur, compte tenu du risque des variants, là, mais c'est des choses qu'on est en train d'évaluer. Pour le moment, il faut comprendre que dans le contexte des variants, dans le contexte de la semaine de relâche, on voulait être un peu prudent et on trouvait que déjà de transformer plusieurs régions rouges en orange, c'était un pas important. Vous savez, il y a des gens qui trouvent qu'on en fait trop, qu'on va trop vite, d'autres qui trouvent qu'on va trop lent. Je pense que c'est la question de la prudence, mais c'est quelque chose qui est en train d'être évalué. Je voulais savoir aussi pour les restaurants en zone orange, là, si je ne me trompe pas, il y a 2 adultes là, qui peuvent aller au restaurant, pas nécessairement de la même adresse. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut aller au restaurant en zone orange avec un ami, mais qu'on ne peut pas le recevoir à la maison? Ben, il y a le contexte où je pense que dans un restaurant, c'est vrai qu'on peut être proche, mais il y a un contexte qui est très différent dans la maison. La distanciation entre les tables, le service, etc. Alors que à la maison, ça va être plus facile d'avoir des rassemblements. C'est aussi une façon, je vous dirais, pour certains, de leur donner un certain échappatoire. Aller manger au restaurant, ça peut être bon pour un couple. Et je tiens à vous dire que si vous êtes 2 adultes et que vous avez vos enfants, vous pouvez y aller aussi si vous venez de la même bulle. Donc, c'est un peu dans ce... Et on évalue que quand c'est bien respecté et c'est bien fait, le risque est moindre, alors que ce qui se passe dans les maisons, puis je pense que c'est un peu normal, là, on est chez nous, la probabilité d'avoir des contacts, de préparer le repas collé ensemble est beaucoup plus grande. On va passer à Suzanne Colpron de La Presse. Bonjour. 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 Je voudrais savoir comment vous allez convaincre les gens de recevoir le vaccin AstraZeneca qui les protège moins bien. Je peux peut-être commencer, puis je vais facilement passer la parole. Mais écoutez, en principe, les vaccins qui nous sont offerts là, avec les recommandations qui nous viennent du cycle du Comité d'immunisation du Québec, etc., ce sont tous des bons vaccins. Puis moi, je pense qu'on n'a pas les moyens en ce moment de ne pas considérer 100 000 vaccins supplémentaires lorsque on a de la difficulté à vacciner les gens parce qu'on manque de vaccins. Ça, c'est la première chose. Alors, donc, c'est un bon vaccin d'AstraZeneca. Puis moi, je vous dirais tout simplement, on en a parlé dans les dernières heures. Je vais vous donner mon exemple. Moi, si on m'offrait, si je suis dans la catégorie d'âge où on l'offre, je suis prêt à le prendre, le vaccin. Je vais être très clair. Je pense qu'on a la chance d'avoir un 100 000 vaccins supplémentaires à un moment donné qui est important pour nous. On va trouver avec la santé publique la bonne catégorie de personnes. Mais moi, je vous le dis, je pense que je serais prêt à le prendre pour montrer l'exemple parce que c'est important qu'on puisse profiter d'un 100 000 personnes supplémentaires pour être capable d'être vacciné. Mais peut-être Horacio sur l'aspect technique. Peut-être vous dire que ce vaccin-là, il a été homologué. Ce vaccin-là correspond aux critères minimaux, beaucoup plus qu'aux critères minimaux de l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins sont tous différents les uns des autres. Ils ne sont pas de la même technologie, ils peuvent entraîner des protections. Mais ce qui est très important, c'est que c'est un vaccin efficace qui va empêcher des formes graves de la maladie, des hospitalisations et sauver des vies. Comme dit notre ministre, on n'a pas le luxe seulement avec la quantité de vaccins qu'on a, de laisser mourir des gens alors qu'on a un vaccin qui est efficace. Puis comme le disait moi aussi, personnellement, là, je peux vous dire que si j'aurais
je suis dans les catégories pour recevoir le vaccin. Je ne recommanderai pas un vaccin à la population québécoise que je ne prendrai pas moi-même. Ça, je pense que c'est très important. Et puis, attendons aussi les études actuellement qui sont en train de se faire ailleurs dans le monde semblent démontrer une efficacité qui est en train d'augmenter par rapport aux essais cliniques, particulièrement chez les personnes plus âgées, parce que souvent, c'est des groupes qui ont moins d'individus. Donc, on ne recommanderait pas, et notre comité d'immunisation du Québec ne recommanderait pas un vaccin qui ne serait pas utile pour la population québécoise. Autre question, j'aimerais savoir comment vous allez rémunérer les pharmaciens qui vont participer à l'effort de vaccination. Très bien. Alors, l'entente qu'on a signée au cours des derniers jours, là, qui est un peu semblable à l'entente qu'on avait eue pour l'influenza l'automne dernier, je donne un chiffre approximatif, là, c'est environ 30 millions de dollars pour 2 millions de doses qu'on va avoir. Donc, c'est le fédéral qui paye les vaccins, mais pour la vaccination elle-même, c'est 30 millions sur 2 millions de doses. On va passer à Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Oui, bonjour à tous les trois. Pour ma première question, je vais revenir à un sujet qui a déjà été évoqué par mes collègues. Jusqu'à maintenant, vous nous disiez qu'on allait voir les effets d'une nouvelle mesure sanitaire ou d'un événement comme Noël 2 semaines après. Or, vous prenez une décision maintenant pour l'après-semaine de relâche sans avoir vu l'effet de la semaine de relâche sur la situation épidémiologique. Qu'est-ce qui a changé? Êtes-vous maintenant capable de prévoir à l'avance comment la semaine de relâche va se manifester? Je vais peut-être reprendre, puis désolé là, d'avoir à attendre à demain matin parce que j'aimerais ça vous le présenter graphiquement. Ça serait plus facile si je pouvais vous le montrer à l'instant. Mais on a vraiment 2 régions différentes, le Grand Montréal puis le reste du Québec. Puis comme le premier ministre l'a dit tout à l'heure, puis vous verrez dans les études demain matin, la marge de manœuvre qu'on a dans le reste du Québec, c'est-à-dire que même s'il y avait quelques variants, même s'il y avait une écoute moins importante pour les mesures sanitaires, dans le reste du Québec, on est capable de prendre cette marge de manœuvre. Là, il y a de l'espace. À Montréal, le moindrement que la semaine de relâche, les mesures ne sont pas suivies dans la semaine de relâche correctement. À mesure qu'on aurait plus de variants à Montréal au cours des prochaines semaines, on n'a pas cette marge de manœuvre-là. Donc, c'est pour ça qu'on garde ça très simple. Puis vous allez voir ces simulations-là qui ont été commandées par l'INSPQ et conduites par le docteur Brisson, le même médecin que vous avez vu produire les études des dernières semaines. C'est ça qui explique que malgré un potentiel négatif sur de la semaine de relâche ou des variants, on a la marge de manœuvre pour prendre les décisions d'aller en orange dans les 6 régions que le premier ministre a données, mais on n'a pas cette marge de manœuvre-là dans le Grand Montréal. Pour les régions qui restent en zone rouge, vous avez dit qu'on doit s'attendre à une hausse des cas, à une hausse des hospitalisations aussi. Est-ce que le pire scénario, selon les projections, fait en sorte que les hôpitaux pourraient être débordés, qu'il pourrait y avoir une perte de contrôle sur la situation? Bien, je vais vous donner un des scénarios qui est avec un pourcentage de probabilité quand même assez raisonnable, ferait que à la fin mars, début, on va dire mi-avril, je veux être prudent, là, mais mi-avril, on pourrait se retrouver encore avec 2 à 3 000 cas par jour et avec 1 500 à 2 000 hospitalisations comme on avait au mois de janvier. François Carabin, Journal Métro. Bonjour, messieurs. Monsieur Dubé, je vais vous demander aussi de nous faire part de vos projections, s'il y en a, sur la transmission des variants. La directrice régionale de santé publique, Dr Drouin, disait plutôt aujourd'hui que la semaine dernière, 12% des cas positifs étaient associés à des variants. C'est-à-dire, il y a 2 semaines, la semaine dernière, c'était 15%. Selon l'évolution de la situation, quand est-ce qu'on devrait s'attendre à voir les variants du coronavirus devenir la souche dominante, si on veut, au Québec? Ben, je peux peut-être laisser Dr Arruda commencer, puis je pourrais compléter. Tout dépendamment des mesures qui sont mises en place, là, les pourcentages de variants
peuvent doubler en 2 à 4 semaines à peu près. C'est sûr que plus on applique des mesures de restriction comme on a actuellement, plus on étale dans le temps. Mais c'est clair que moyen terme, là, on va avoir, à un moment donné, c'est le variant qui va venir dépasser la souche originelle. Et donc, je pense que c'est difficile de vous dire exactement à quel moment. Ça dépend exactement de comment est-ce qu'on est capable encore de limiter la propagation de ce variant-là. Mais c'est clair qu'à un moment donné, en tout cas, si le virus se comporte comme il s'est comporté ailleurs, il va venir remplacer la souche. Mais à ce moment-là, on aura des gens vaccinés et ce qui va aider à ce moment-là à empêcher la souche de se répliquer. Merci. Je comprends que vous n'avez pas de projection, puis vous me corrigerez si ce n'est pas le cas, mais je vais quand même passer à ma prochaine question. Monsieur Dubé, on apprend là, que le Comité national d'immunisation recommande de reporter la deuxième dose à 16 semaines après l'administration de la première. Est-ce que ça veut dire d'abord que les personnes âgées en CHSLD qui avaient été vaccinées au mois de décembre vont devoir attendre jusqu'à la mi-avril? Et pourquoi prendre au final ce risque à nouveau là, de reporter la deuxième dose? J'apprécie beaucoup la question parce que je pense que c'est important. Le premier ministre, sur le premier point, encore une fois, je veux le rappeler, la position que la santé publique avait prise il y a quelques mois qui était difficile, là, de prendre la décision de retarder la deuxième dose jusqu'à 90 jours, qui est maintenant non seulement suivie par la Colombie-Britannique, mais qui semble être la position qu'a pris l'Institut canadien. Ça, je pense que c'est important de reconnaître que ça a été la bonne décision. Deuxièmement, il faut reconnaître aussi que la raison pour laquelle on fait ça, c'est pas juste pour se faire plaisir puis dire qu'on avait raison, mais dans notre cas en ce moment, là, c'est qu'on veut vacciner le plus de personnes possible, le plus rapidement possible, la première dose. De passer de 3 mois à 4 mois, donc, ce qu'on va faire maintenant avec le fait que l'Institut canadien le recommande et l'accepte, ça va nous donner 250 000 personnes de plus qui vont être capables d'être vaccinées. Ça, de 250 000 personnes, là, c'est à l'intérieur de la tranche d'âge de 60 à 65 ans. C'est majeur. Alors, pour les mêmes raisons qu'on le fait il y a 2 mois, bien là, on dit maintenant que tout le monde s'entend qu'on peut aller jusqu'à 4 mois, mais on va en profiter parce qu'on peut, justement, parce qu'on n'a pas encore beaucoup de vaccins, on est capable d'avoir 250 000 personnes de plus qui ont la première dose, ce qui est le plus important pour nous. Et troisièmement, ce qu'on a décidé de faire, et on le fait par exception parce que c'est important pour nous, pour les personnes des 2 premiers CHSLD qui avaient été faits, à savoir Saint-Antoine et le Manmolide, qui étaient un peu nos projets pilotes, des gens qui avaient accepté de se faire vacciner. On se rappelle, là, le 14 décembre, on parle d'à peu près 400 personnes. Ils vont avoir la deuxième dose parce que les rendez-vous étaient prévus pour le début de la semaine prochaine. Toutes les autres personnes n'ont pas besoin d'appeler. On va les rappeler, puis on va ajuster les rendez-vous en conséquence parce qu'on pense qu'encore une fois, c'est la bonne décision à prendre. Puis je reconnais encore l'effort et le leadership de la santé publique qui a pris cette décision-là. Émilie Pelletier du journal Le Soleil. Oui, bonsoir messieurs, on m'entend bien? Oui. Alors, bonsoir à vous. Je me questionnais au sujet de l'ouverture des salles à manger dans les RPA. Il n'en a pas été question. Est-ce que ce sera d'abord comme il était prévu là, en zone orange, comme précédemment dans les annonces qu'on a fait plus tôt? Et qu'en est-il aussi de l'ouverture des établissements de spa qui demandaient là, leur ouverture en zone orange? Bien, ça fait partie des discussions qu'on court parce que, comme on le dit, il y a le sport qui est une priorité, la santé mentale, aussi nos personnes âgées. Fait que c'est actuellement en discussion et en peaufinement. Puis c'est encore là des choses qui vont être précisées au courant de la semaine prochaine. On va en faire des choses la semaine prochaine, là, mais ça va nous permettre d'y aller progressivement dans le plan et de bien faire accepter. C'est sûr que là, ce qui se passe en orange, une bonne partie, ça soulage, mais on a les préoccupations, effectivement, des gens qui sont seuls, isolés, qui n'ont pas accès à une salle à dîner. Et il y aura, s'il y a des réouvertures de ça, ça va devoir être accompagné, bien entendu, de protocoles très stricts
qui vont éviter de remettre des éclosions. Et heureusement, avec les vaccinations de ces milieux-là aussi, il faut attendre 3 semaines, mais les gens sont protégés. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir de ce côté-là au cours des prochains jours. OK, mais donc, en zone orange, les salles à manger des RPA ouvrent, c'est bien ça? Comme c'est prévu dans les protocoles, oui. Parfait. Ma sous-question concernerait en fait la date à laquelle on prévoit le revoir ce qu'on annonce aujourd'hui. Donc, ça primera pour combien de temps les assouplissements qu'on annonce? Est-ce que la lune de miel pourrait s'avérer courte à certains endroits puisqu'on n'exclut pas un retour en arrière? Tout va dépendre de l'épidémiologie qu'on va observer. Vous savez, comme je vous le dis, quand on regarde des projections, là, vous avez une ligne, puis vous avez un intervalle de confiance assez large des fois. Donc, c'est difficile de vous dire est-ce qu'on va être en haut ou en bas. Ça peut être des grandes différences. Mais je pense que ce qu'on dit, là, c'est que c'est toujours basé sur l'épidémio. Le risque dans les régions oranges de baisser de situation et d'avoir une envolée rapide est beaucoup moindre que dans la région métropolitaine et c'est pour ça qu'on ajuste. Mais si jamais les choses vont moins bien, excusez-moi, M. le ministre, mais c'est sûr qu'on peut revenir en arrière. On ne laisserait pas les choses se détériorer. Peut-être le point que j'aurais rajouté, là, parce qu'on aura le bénéfice de pouvoir discuter des modèles demain matin là, avec ceux qui voudront parler. Mais je voudrais dire que la question des variants, si on regarde du côté positif, on est capable de contrôler les variants aussi. On l'a démontré là, depuis à peu près 2 semaines. Les variants qui ont commencé à peu près à 5 % des cas positifs oscillent entre 10 et 15 % des cas positifs. Ce qu'on a peur, c'est que ça vienne trop rapidement à 30, à 40, à 50 % donc ce qu'on appelle une augmentation exponentielle. Jusqu'à maintenant, puis moi, je dois féliciter non tellement les gens du Grand Montréal, parce que autant à Laval qu'à Montréal même, sur l'île, ils ont réussi à contrôler cette évolution-là des variants par les mesures sanitaires avec un traçage encore plus important où on demande aux contacts de s'isoler. Donc, on est encore plus sévère dans le traçage et dans le confinement des personnes contaminées. Donc, c'est pour ça qu'on dit oui, une incertitude du côté des variants. Tout le monde le comprend. Ils sont plus virulents. Ils peuvent entraîner plus de maladies, mais en même temps, c'est là qu'il faut être capable de les contenir. Et dans la simulation que vous allez voir demain, on le voit qu'il est possible de les contenir, mais tout ça dépend des mesures sanitaires et du suivi qui aurait été fait durant la semaine de relâche. Donc, il ne faut pas voir ça uniquement négatif, de voir que c'est un inconnu, mais on est capable de le contrôler, puis Montréal, jusqu'à maintenant, l'a démontré. On va passer à Mylène Crête du Devoir. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir à qui seront destinées les doses, donc à quelle tranche de la population seront destinées les doses du vaccin AstraZeneca et comment comptez-vous vous y prendre pour les utiliser avant la date de péremption en avril? Ben, allez-y. On attend un avis du SIC qui va rentrer incessamment. Incessamment sur une question d'heure. Ben oui, c'est ça. Voilà. C'est une question d'heure pour qu'on puisse regarder ce qu'il nous recommande. Est-ce qu'il recommande aux gens en haut de 65 ans ou à certaines catégories d'individus? C'est sûr que ce vaccin-là, ayant aussi des capacités plus faciles de transport comme tel, va probablement être utilisé dans des situations où on n'aurait pas pu utiliser le Pfizer puis aller rejoindre des gens, soit notamment à domicile ou autre. Mais le compte tenu qu'on n'a pas reçu l'avis de l'Institut national de santé publique, du CIQ, on va attendre avant de faire le choix final. Mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est un bon vaccin. C'est un vaccin qui va nous permettre d'aller à des endroits où on ne serait pas allé avant et de protéger plus de gens. Ma deuxième question s'adresse à M. Legault. Je voulais savoir, M. Legault, en ce qui a trait aux salles de spectacle, est-ce que, même s'il y a réouverture là, en zone orange, avec le respect des mesures sanitaires, bien entendu, mais est-ce que les mesures d'aide qui étaient destinées, par exemple, au théâtre, vont se poursuivre quand même? Parce que ça peut être plus long là, d'organiser de nouveaux spectacles. Donc, je me demandais quelle était votre idée là-dessus. Il y a 2 groupes de mesures. Il y a des mesures qui viennent du gouvernement du Québec. Ça va se poursuivre. Il y a des mesures qui viennent du gouvernement fédéral. Ça, il faut poser la question au gouvernement fédéral. Mais je rappelle qu'une des raisons pourquoi aussi on a attendu, c'est que si on prend, par exemple, à Montréal, à partir du moment où on a un couvre-feu à 8 heures,
Il y a beaucoup de théâtres et salles de spectacle qui se disent que ce ne serait pas rentable de faire des spectacles seulement l'après-midi. Il y en a qui pensent que oui. Donc, maintenant, à partir de la semaine prochaine, on va leur annoncer des dates pour qu'ils puissent se préparer. C'est plus long à se préparer, mais notre intention, là, c'est que tant que ces salles-là ne sont pas dans une situation rentable, on va les aider financièrement. Avant de passer en anglais, on va prendre une question de François Munger de Média AT. Oui, donc on a parlé beaucoup de variants dans le secteur de Montréal. Je veux vous amener en Abitibi-Témiscamingue maintenant, où il y a 40 cas qui ont été détectés par séquençage au niveau du variant sud-africain. Est-ce que c'est une situation qui vous préoccupe et est-ce que ça changera la priorisation de vaccination? Vous en avez parlé tantôt. On irait selon les besoins. Oui, la situation, l'Abitibi vit vraiment une situation très particulière. Là. C'est quand même une zone, probablement avec les liens avec les mines d'Afrique du Sud, là, qui a pu y avoir une importation. Actuellement, la situation est surveillée de très, très près. Il y a eu des criblages proactifs pour être capable de voir s'il y avait des éclosions. Les éclosions sont actuellement sous contrôle, donc cette souche-là pourrait tout simplement finir par s'éteindre, mais on suit ça de très, très près. Il faut comprendre aussi que actuellement, l'Abitibi n'a pas un taux plus élevé de façon très exponentielle par rapport aux autres. Et je pense que si jamais c'était le cas, on verrait, là, mais je pense qu'actuellement, l'Abitibi réussit à contrôler sa situation. Là, ce qu'on va essayer de voir dans les prochains jours, c'est comment ça va se comporter. Est-ce que ça va en augmentant? Ça va être quoi le pourcentage de clibrage par rapport à la nouvelle souche ou l'Afrique du Sud? Puis on prendra les décisions en conséquence pour voir si ça doit revenir à une autre couleur ou etc. Là. Fait qu'on surveille ça très, très près, les variants. Puis, mais il faut voir que compte tenu de la population, compte tenu des contacts, souvent, c'est beaucoup plus isolé en termes de transmission que ça peut l'être dans une ville métropolitaine avec une grosse densité de population. Ma deuxième question s'adresse à M. Legault. Vous avez effleuré le sujet de la santé mentale tantôt. Il y a des gens qui vivent depuis le début de ce couvre-feu, de ces régions rouges, de l'isolement, qui vivent d'une certaine détresse, qui commencent à vivre du stress également. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire directement, puisqu'ils vous écoutent en ce moment? Écoutez, on a essayé quand même de dire, les personnes seules ont le droit de recevoir une personne seule. On a essayé d'aller vers les activités extérieures. Mais à un moment donné, il faut quand même comprendre là, qu'avec le variant britannique, la contagion, c'est très dangereux, la situation qu'on va vivre encore pour quelques semaines jusqu'à temps que les gens qui sont vulnérables soient vaccinés. Donc, je disais, entre autres, moi, l'élément là, qui m'achale le plus, c'est le sport. C'est de dire... les jeunes, entre autres, qui sont habitués de faire du sport, puis même les plus vieux, c'est une manière de sortir le stress, c'est une manière de garder un équilibre de vie. Mais on le voit, écoutez, même dans le hockey, avec tout l'argent et les précautions qu'ils prennent dans la Ligue nationale, là, on voyait probablement Sidney Crosby qui a attrapé la COVID-19. Donc, il faut être prudent. Ça serait le fun de dire on recommence les matchs de hockey pour les pee-wee, les bantams. Mais à un moment donné, là, il nous reste je dirais, un maximum d'un mois difficile devant nous. Je comprends que ça s'est accumulé depuis un an, mais on ne fera pas exprès là, pour exposer des personnes à attraper ce virus-là qui a des conséquences graves. We'll now switch to English and we'll start with Gloria Enriquez from Global News. Good afternoon. How are you going to control people from red zones going into an orange zone? Alors voilà, c'est ce qui conclut la partie française de ce point de presse de François Legault. On a eu la chance de poser cette question. Donc pour ce qui est du variant, on surveille la situation en Abitibi-Témiscamingue, mais c'est
tout de même contenu au niveau du variant sud-africain. Je vous amène tout de suite des images qui ont été prises du côté de Lassar ce matin, puisque la vaccination va bon train en Abitibi-Témiscamingue et le CISAT a fait l'annonce aujourd'hui que la campagne de vaccination contre la COVID-19 s'étendrait maintenant aux personnes de 70 ans et plus. Donc les personnes qui sont nées en 1951 et avant, vous pouvez dès maintenant prendre votre rendez-vous. C'est possible de le faire. Et il y a différents endroits en Abitibi-Témiscamingue où la vaccination se fait. À Amos, au gymnase de Claire-Foyer, à Lassar, au centre Jean Coutu-Desjardins, le centre Paul Trudel, à Rouyn-Noranda, le gymnase Youville, à Val-d'Or, le curling Desjardins du club sport Belvédère, à Témiscamingue, au centre multiservice de Témiscamingue-Kipawa et à Ville-Marie, au club de l'Âge d'Or. Donc, ce sont les endroits où la vaccination se fait en ce moment. Ce que vous voyez, ce sont des images de Lassar qui ont été prises par nos collègues ce matin de Radio-Canada dans le pôle média de l'Abitibi, qui nous permettent donc de vous présenter maintenant ces images de ces centres de vaccination. Je vous rappelle le lien pour vous rendre, pour aller, pour prendre votre rendez-vous pour la vaccination si vous avez 70 ans et plus. Donc, le québec.ca/vaccin COVID, vaccin au singulier. Si jamais vous êtes à la maison, vous n'avez pas accès à un ordinateur, par exemple pour les gens qui nous écoutent sur Médiaté Télé, vous pouvez composer le 1-877-644-4545 pour obtenir de l'aide à cet endroit-là pour la vaccination. Et vous aurez également la chance de faire ce numéro-là si jamais vous avez besoin de plus d'informations et que vous n'avez pas accès à Internet. Sinon, pour le dépistage, on vous rappelle le lien également, covid19.quebec.ca pour prendre votre rendez-vous. Si vous avez des symptômes de la COVID-19, très important de prendre votre rendez-vous avant de vous rendre au centre de dépistage, puisqu'il n'y a plus de dépistage sans rendez-vous. 1-877-644-4545 également pour prendre votre rendez-vous. Alors voilà ce qui conclut ce point de presse du premier ministre François Legault en compagnie du ministre de la Santé et des services sociaux, oui, Christian Dubé, et du docteur Horacio Arruda. Nous, on se retrouve un peu plus tard cette semaine avec le point de presse du CISAT en Abitibi-Témiscamingue. Là-dessus, passez une excellente